renforcement de la coopération militaire entre le Mali et la Guinée, une délégation d'officiers guinéens conduite par le directeur des opérations planification séjourne au Mali. La Guinée demande l'expertise de nos FAMA pour démarrer son école d'état-major. Et c'est le général de brigade Ousmane Ouélé, chef d'état-major général adjoint des armées, qui sert de guide aux invités. Le grand format de la rédaction revient sur l'arrêté interministériel portant interdiction de l'usage de la chicha sur l'ensemble du territoire national. La décision n'est pas du goût des accros à la chicha avec notre station régionale de Kaya. Awama Kamara nous fera le point de la dangerosité du produit. Oui, une bouffée de chicha inhalée équivaut à 2 paquets de cigarettes. Les épices de Tombouctou, la chronique culture et société y est consacrée ce soir. Devenu un patrimoine culturel de la cuisine malienne, la richesse de sa saveur nous fera voyager à travers le temps. Voyager à travers le temps, les manuscrits anciens de Tombouctou nous le permettent également et surtout qu'on est en train de les mettre à l'heure de la numérisation. Désormais, il existe plus de 320 000 manuscrits numérisés, soit 4 500 000 images. Je suis avec le docteur Abdelkader Aïdara, président exécutif de l'ONG Savama DCI. Nous allons en parler avec lui puisque son ONG est à l'origine de cette révolution digitale. Il est l'invité de notre 20h. Dimanche 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Docteur Aïdara, bonsoir également à vous. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Et rapidement, dites-nous, est-ce que vous nous avez amené des manuscrits anciens de Tombouctou avec vous ce soir pour le plaisir des yeux de nos téléspectateurs? Non, je n'ai pas amené ça avec moi parce que les manuscrits sont très fragiles. Tout à fait. Merci. Nous allons en parler tout à l'heure. Merci encore une fois d'être avec nous. Justement, nous commençons par Tombouctou et Taoudéni, où le chef d'état-major général des armées vient de boucler une visite de commandement auprès des troupes. Le général de division Oumar Diarra a terminé sa visite sur de bonnes notes. On l'écoute au micro de Chirfi Moulay Aïdara. L'objet de ma visite ici, c'est pour venir partager les informations avec lui. L'objet de notre visite de commandement périodique que nous sommes en train d'effectuer ici, c'était pour partager ces informations avec lui. Premièrement, le message que nous avons passé à nos éléments, c'est d'adresser les félicitations et les encouragements des hautes autorités de la transition à nos hommes. Et deuxièmement, c'est de rappeler un peu, partager avec nos hommes les événements qui ont eu lieu pendant les 8 derniers mois. Voilà, relative à la vie même de la nation, que les gens cherchent vraiment la vérité. Et troisièmement, il s'agit de rappeler notre mission. Notre mission, c'est de nous préparer, nous entraîner et faire la guerre. Et on fait la guerre vraiment pour avoir la paix. Et dans le cadre de la défense de l'intégrité de notre territoire, la protection des personnes et de leurs biens. C'est ce que nous avons dit à nos hommes, ce que je suis venu partager avec monsieur le gouverneur. Et troisièmement, parler des questions de cohésion, d'unité, de solidarité entre les hommes. C'est essentiel aujourd'hui dans la conduite de notre mission. Et l'autre point, on a parlé un peu des questions de discipline pour accompagner la montée en puissance de notre armée. Voilà les points que j'ai partagés avec mes hommes, le commandant de zone ici, et dont je suis venu partager aussi avec le gouverneur de la région de Taoudéni. Aujourd'hui, nous sommes en train de monter en puissance et nous sommes en train de solider notre puissance, notre montée en puissance. Je pense au moment venu, quand l'armée sera appelée pour soutenir pratiquement la région de Taoudéni, nous espérons être vraiment à hauteur de souhait. Renforcement de la coopération militaire entre le Mali et la Guinée. Une délégation d'officiers guinéens conduite par le directeur des opérations planification au sein de l'état-major général des armées guinéennes séjourne au Mali. La Guinée demande l'expertise de nos FAMA pour démarrer son école d'état-major. Et c'est le général de brigade Ousmane Ouélé, chef d'état-major général adjoint des armées, qui sert de guide aux invités. Boubacar Kamouté nous en parle. Le Mali et la Guinée élargissent leur domaine de coopération. Une délégation d'officiers guinéens est au Mali pour s'inspirer de l'exemple du Mali afin d'opérationnaliser une école d'état-major dans le pays de Sékou Touré. En somme, les deux pays conjuguent leurs efforts pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Nous ne pouvons que saluer l'excellence des rapports entre nos deux pays.
Pour qui connaît l'histoire, la Guinée et le Mali, nous sommes un même peuple. Et il n'y a qu'une frontière imaginaire qui fait qu'on est séparés, mais rien ne nous sépare. Nous ne pouvons que nous appeler à mutualiser nos efforts de façon à atteindre nos objectifs face aux défis du moment. Une démarche bien appréciée par le commandement militaire du Mali. Les deux délégations ont saisi l'opportunité pour évoquer la situation sécuritaire dans l'espace sahélo-saharien, avec la diversification des partenaires du Mali pour plus d'efficacité. Une visite de courtoisie en marge de leur séjour au Mali, où j'étais venu voir le bataillon guinéen déployé dans le cadre de la MINUSMA. Donc ils ont exprimé le vœu de faire un passage à l'état-major général des armées, échanger sur certains aspects dans le cadre des défis du moment que nous connaissons. Nous sommes prêts à mettre à la disposition des forces armées guinéennes toute notre expertise pour les aider à rendre opérationnelle l'école d'état-major guinéenne qui vient d'être créée. Auparavant, la délégation guinéenne s'était rendue à Kidal pour encourager le contingent guinéen de la MINUSMA. Journée de cohésion à la direction générale de la gendarmerie, témoignages et reconnaissance à l'endroit des 601 gendarmes en détachement, parmi lesquels on peut citer le Premier ministre par intérim, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, ou encore le directeur général de la protection civile. Le commentaire de Bemba Sibi. Renforcer la fraternité d'armes entre gendarmes, voilà en substance l'idée qui sous-tend cette cérémonie de témoignage et de reconnaissance aux 601 gendarmes en détachement. Ils sont ministres, directeurs ou conseillers dans les ministères et gouvernorats au service de l'État. Ces gendarmes en détachement contribuent à rehausser l'image de ce corps d'élite. Je salue votre engagement et votre dévouement pour la cause de la patrie. Nous sommes fiers de vos réussites qui constituent également les nôtres. Vous êtes les élites de la nation et les ambassadeurs de la gendarmerie nationale. Fort de cette conviction, je me ferai le devoir de vous assister dans vos missions respectives et je n'épargnerai aucun effort pour l'atteinte de vos objectifs. La gendarmerie aussi compte sur l'appui de ses personnels en détachement, dont le ministre de l'administration territoriale qui assure l'intérim du Premier ministre ou encore le directeur de la sécurité militaire dans leur effort de restructuration. Profitant de l'opportunité de cette rencontre, je vous demanderai comme à l'accoutumée d'appuyer nos efforts de restructuration, de nous assister par des conseils éclairés afin de rehausser l'image de la gendarmerie nationale et de conforter sa position sur le plan national. Des conseils et appuis sur les grands chantiers de la gendarmerie, à savoir l'obtention d'un important quota pour le recrutement de gendarmes auxiliaires, la finalisation de l'élaboration du projet de texte sur la prévôté, la poursuite du maillage territorial afin de répondre au nouveau découpage administratif, entre autres. Le représentant du personnel détaché de la gendarmerie au cours de cette cérémonie de reconnaissance qui sert à raffermir les liens entre anciens et nouveaux a salué l'initiative. Je suis d'abord ravi de me retrouver en famille. J'ai bien écouté le discours du directeur général qui a parlé des chantiers de la gendarmerie, notamment des gendarmes auxiliaires. C'est un acquis, c'est très très salutaire. Ça augure que la gendarmerie va prendre toute la place qui lui est réservée. Cette cérémonie a été agrémentée par la remise d'attestations de reconnaissance à ses détachés pour servir de témoins de la reconnaissance de la Direction générale de la gendarmerie à ses agents. Et ce rendez-vous à ne pas manquer sur l'actualité de nos FAMA, c'est dans l'émission Défense citoyenne et c'est après ce journal. Et 2 ans de transition, les grands chantiers, c'est le thème de questions d'actualité de ce soir. Après également cette édition, les grandes réformes politiques et institutionnelles avec une nouvelle loi électorale, une nouvelle constitution en rédaction. Les analystes décortiquent ces réformes en cours et apportent des suggestions à la transition. À suivre dans nos programmes, c'est un débat animé par Sera Bachili. Le développement de la région de Ménaka et du cercle de Tidarmen en marche avec la réception provisoire d'ouvrages à l'actif du programme de stabilisation de Ménaka. Le commentaire de Boubacar Kanouti.
Un grand ouf de soulagement pour la population de la région de Ménaka. La réception provisoire en séjour de plusieurs infrastructures et autres équipements, des ouvrages qui vont considérablement améliorer le cadre de vie des travailleurs. Ces réalisations entrent dans le cadre du retour des services sociaux de base que les autorités s'attellent depuis belle lurette. Nous venons de procéder à la réception de 5 lots sur le programme de stabilisation de Ménaka. Les 5 lots réceptionnés ce matin sont le siège de la préfecture de Tidermen, le logement de passage et le logement du préfet adjoint. À Ménaka, ici, nous avons réceptionné le logement de passage du conseil régional et la clôture du conseil régional. Les autres chantiers sont en cours. Nous espérons les réceptionner très bientôt, Inch'Allah. Le gouverneur de la région s'est réjoui de la promptitude des entreprises locales et la bonne volonté qui ont accompagné l'État dans cette politique. C'est vraiment de la joie pour moi de constater que ces travaux sont achevés et dans les règles de l'art. Et c'est le lieu pour moi de féliciter les entreprises qui ont exécuté ces travaux. Pour ce qui est du cas de Tidermen, les élus de ce cercle, les populations, les chefs traditionnels et tous les responsables de ce cercle-là pour s'être investis pour que ces travaux puissent être achevés. Cette réalisation fait suite à une promesse des autorités de la transition de doter les nouvelles régions des infrastructures qui répondent favorablement aux attentes et à l'épanouissement de la population. Le grand format de la rédaction revient sur l'arrêté interministériel portant interdiction de l'usage de la chicha sur l'ensemble du territoire national. La décision n'est pas du goût des accros à la chicha et pourtant elle entrera en vigueur en février 2023. Avec notre station régionale de Kaya, Awama Kamara nous fait le point de la dangerosité du produit. Oui, une bouffée de chicha inhalée équivaut à 2 paquets de cigarettes. Suivons. Il est 1h du matin, visite inopinée dans ce fumoir dans un quartier de Bamako avec une caméra cachée. Des jeunes filles et garçons tirent des bouffées de leur pipe à eau, communément appelée chicha. Une scène qui se passe également dans les grains à Bamako et dans les capitales régionales, comme c'est le cas dans cette boîte de nuit à Kaya. La pipe à eau ou pipe de la mort si vous voulez, l'opium des jeunes qui les tue à petit feu. La chicha est consommée et par les filles et par les garçons dont certains ont moins de 15 ans. Des informations contenues dans ces mémoires de fin d'études sur la consommation de la chicha en milieu scolaire, cas des communes 2 et 3 du district de Bamako. C'est pour donc préserver la vie des jeunes que le gouvernement a décidé de mettre fin à l'importation, la distribution, l'usage et la vente de la chicha sur le territoire national à partir de février 2023. Et cela à travers un arrêté interministériel datant du 15 août 2022. Par réquisition, on a saisi le laboratoire national de santé de quelques échantillons qu'on a prélevés dans certains chicha clubs. Et les résultats de ces échantillons ont prouvé l'existence dans tous ces échantillons de la drogue, de produits stupéfiants. Nous recevons de plus en plus de jeunes qui s'adonnent à cette pratique. Et au fur et à mesure, la dimension de consommation a pris une autre tournure. Et malheureusement, de plus en plus, c'est les jeunes qui s'adonnent, surtout les jeunes âgés de 15, 16 jusqu'à 21 ans, qui se donnent à cette pratique. Il y a un effet de mode qui s'installe, un besoin d'identification qui est là. Une décision motivée par le fait que la consommation de la chicha est devenue un véritable problème de santé publique. L'OMS dit que c'est un problème sérieux de santé. Pourquoi? Parce que la chicha peut être une porte d'entrée pour beaucoup de jeunes dans la consommation du tabac. Et on pense que sans la chicha, ces jeunes-là n'auraient jamais consommé le tabac. De la nicotine, du monoxyde de carbone,
pire encore du goudron, du plomb, du chrome et j'en passe. Des substances chimiques toxiques et irritantes sont libérées dans la fumée. À l'unité de pneumologie du centre hospitalo-universitaire du Point G, le médecin spécialiste tire la sonnette d'alarme. La chicha est plus nocive que la cigarette. Plus nocive que le tabac. Quand on inhale une fois la chicha, une seule inhalation, comme on dit, quand on tire un coup, c'est comme si on a déjà fumé 20 cigarettes. 20 cigarettes. Et donc, cette tornade de fumée encombre le poumon. Non seulement à cet âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, le poumon même n'est pas aussi mature. Pourtant, les jeunes sont conscients de l'impact négatif de la consommation du narguilé sur leur santé. Vous consommez la chicha? Oui. Vous allez arrêter après la décision? Bon, j'y pense, parce que je n'ai plus de choix. Est-ce que vous savez que ce n'est pas bon pour la santé? Oui, bel et bien même. Mais vous continuez à le faire? C'est l'entourage, quoi. Mais par l'interdiction, on peut laisser l'abandonner. Vous avez un message pour d'autres personnes? Bon, pour moi, quand même, je pense que c'est une bonne idée, quoi. Parce que moi-même, je consomme parce que je n'ai pas de choix. Je consomme seulement parce que mes collègues consomment. L'addiction de la chicha, là, c'est une bonne chose. Parce que la chicha, là, ça nuit gravement à la santé, quoi. Il y a beaucoup d'effets secondaires. La consommation de la chicha n'est pas une bonne chose. La jeunesse étant l'avenir de ce pays ne doit pas être accro à la chicha. Je ne l'ai jamais fumé. Le réseau malien de lutte contre le tabac et autres stupéfiants voit en cette décision du gouvernement l'aboutissement d'une longue lutte, même si le combat n'est pas totalement gagné. Cette nouvelle disposition qui concerne l'interdiction de la chicha, je pense, vient compléter en partie ce cadre légal. Et donc, nous nous réjouissons donc des efforts que nous avons fournis et je pense qu'ils ont abouti à ce que ces mesures soient aujourd'hui. Et je crois que ce qu'on doit faire, c'est veiller surtout à l'application de la loi. Cette décision des autorités maliennes donne du grain à moudre aux vendeurs de la chicha. Ces derniers mènent une course contre la montre pour écouler rapidement les stocks disponibles avant la date indiquée. Cette décision d'interdiction dans les deux sens n'arrange pas. Du côté de la santé, je suis d'accord. Mais si nous allons du côté des vendeurs, c'est un sérieux problème. Nous vivons de ça. Et ce sont des millions partis en fumée. C'est des millions. Côté gouvernement, la pédagogie sera mise en œuvre afin que chacun comprenne le bien fondé de la décision. Nous avons établi un plan de communication. Nous allons procéder à une vaste campagne d'information et de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. De l'essence des fruits ou encore des arômes au choix pour s'intoxiquer. Au cas où vous ne le savez pas, l'usage de la chicha est aussi la porte ouverte à toutes les maladies. On ne le voit pas venir, il agit de façon brusque. Regardez cette décharge qui se dégage et qu'en est-il sur le cœur? L'association malienne pour la solidarité et le développement en collaboration avec l'ambassade d'Allemagne au Mali à travers l'Agence des Nations pour les réfugiés ont célébré le 30e anniversaire de la bourse DAFI. La bourse DAFI est un programme porté par l'Allemagne. Elle est destinée aux jeunes réfugiés pour leur permettre d'étudier dans des meilleures conditions. Alou Abdoulaye Touré. La bourse DAFI, c'est vraiment une bourse qui m'a vraiment aidé à poursuivre mes études universitaires. Ouais, c'est une bourse qui m'a vraiment permis de s'épanouir un peu des difficultés financières en fait. Parce que la bourse, ça englobe tout. Les études, les différents kits scolaires, tout est inclus dans la bourse DAFI.
Ce témoignage de Madenga Jordan, bénéficiaire de la bourse d'AFI, prouve à suffisance l'intérêt que suscite la célébration du 30e anniversaire de la bourse d'AFI. Mise en œuvre par l'ONG AMSOD, le programme d'AFI est destiné aux jeunes ayant le statut de réfugiés. Donc c'est une bourse qui permet aux étudiants réfugiés qui ont fui leur pays à cause de la guerre, à cause de crises, de conflits qui sont au Mali, de pouvoir continuer leurs études dans les meilleures conditions à travers les meilleures universités au Mali. Le programme d'AFI est une initiative allemande. Il a été lancé en 1992 à travers l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et porte le nom d'Albert Einstein. Et le programme a tenu ses promesses. Jusqu'à présent, le programme a permis, selon mes informations, à plus de 21 000 personnes, 21 000 de jeunes réfugiés dans le monde entier d'étudier dans leur pays d'asile. Notre objectif, comme a été dit, est que 15% des jeunes réfugiés puissent étudier en 2030. L'initiative académique allemande Albert Einstein pour les réfugiés, couramment appelée bourse d'AFI, a été lancée en 1992 par le gouvernement allemand comme réponse au risque de protection des réfugiés liés à l'inaccessibilité des structures éducatives. L'année 2022 marque le 30e anniversaire de la bourse d'AFI. La bourse d'AFI est présente au Mali depuis 2016. À ce jour, 51 jeunes réfugiés ont bénéficié de ce programme de formation. Rassemblement populaire sous le thème soutien aux autorités de la transition pour un Mali réconcilié et en paix. C'est une initiative de l'association des amis et sympathisants Sekou Alaïboli, le compte-rendu de Alpha Maïga. L'initiative de l'association des amis et sympathisants Sekou Alaïboli a mobilisé l'ensemble des populations du centre déplacées à Bamako. Cela autour d'un slogan « Progrès pour tous, bonheur pour chacun ». Une crise nous a séparés, divisés, mais il n'est jamais trop tard. Le temps est venu d'oublier le passé, enterrer les haches de guerre, se donner la main et marcher sur un chemin droit qui nous mène vers la paix et la réconciliation. Bon, le message que j'ai lancé, j'ai appelé toute la communauté Peul pour voir comment on peut faire pour amener la paix. On va prendre le numéro de tous les mondes qui viennent ici. Les gens qui ont des solutions qui peuvent faire quelque chose. Nous, on est là pour soutenir la transition, pour que l'État aussi parle avec ses fils. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que le Mali a besoin de tous ses fils pour l'édifice national. À cette occasion, le sujet amalgame ethnique s'est invité à la cérémonie. Être un peuple, c'est un comportement. Le peuple, ce n'est pas la violence. Capitaine Plakou Mali se reconnaît dans l'appel lancé par le club des amis de Sekou Boli, un appel à l'unité d'action pour défendre non pas la communauté Peul, mais la patrie malienne. Tour à tour, tous les intervenants à l'unisson ont prêché l'union des cœurs et des esprits. Et là, une mélodie, une voix s'élève pour incarner tout cela. La paix au Mali, la santé également. On fait ensemble le point Covid de ce jour, 28 août 2022. 11 cas positifs, 12 guéris, 0 décès, 31 personnes sont sous traitement. Et pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Et je vais me tourner à présent vers notre invité du 20h, le docteur Abdelkader Haïdara, président exécutif de l'ONG Savama DCI. Je disais voyager à travers le temps. Les manuscrits anciens de Tombouctou nous le permettent, surtout qu'on est en train de les mettre à l'ère de la numérisation. Désormais, il existe plus de 320 000 manuscrits numérisés, soit 4 520 000 images. Docteur Abdelkader Haïdara, pour ceux qui ne connaissent pas encore les manuscrits anciens de Tombouctou. Un petit rappel, s'il vous plaît. En français facile. Merci. En fait, le manuscrit ancien, c'est
c'est une partie de notre patrimoine. Le manuscrit, c'est notre culture, notre histoire, notre bien-être. C'est à travers le manuscrit qu'on connaît notre histoire. Et vraiment, le manuscrit, c'est une grande partie très, très importante de notre patrimoine. Alors, qu'est-ce que ces manuscrits-là referment, docteur Haïdara, en termes de richesse culturelle? Les manuscrits sont très, très riches. Parce que beaucoup de gens pensent que le manuscrit parle du Coran, parle de l'arabe seulement. Mais en réalité, le manuscrit parle du Coran, le manuscrit parle de théologie, et la religion. Oui. Et le manuscrit parle aussi de commerce, d'économie. Et le manuscrit parle de l'astronomie, de l'astrologie, la science en général. Et le manuscrit parle de ce qu'on fait chaque jour, l'histoire du Mali, oui, l'histoire d'Afrique, l'histoire du monde. Oui. Et les manuscrits parlent de social, les manuscrits parlent de tout ce qu'on fait nuit et jour. Oui. En fait, de ce que nos ancêtres faisaient au quotidien, les manuscrits parlent de ça. Les manuscrits parlent de ça parce que le manuscrit parle de résolution de conflits, oui, le manuscrit parle de tolérance, oui, le manuscrit parle de culture de la paix, le manuscrit parle de tout ce qu'on peut imaginer et ce qu'on ne peut même pas imaginer parce que le manuscrit, par exemple, parle de la corruption. Oui. Il y a des grands savants maliens qui ont écrit sur cet phénomène. Depuis cette époque-là, depuis plusieurs siècles, qui est là, qui n'a été jamais traduit ni publié jusqu'à présent. Ils sont là, c'est authentique. Oui. Voilà. Je vois. Alors, vous vous mettez à l'ère de la numérisation, à l'ère du digital. Alors, dites-nous, pourquoi numériser ces manuscrits-là maintenant? Pour intéresser la nouvelle génération qui est là, pourquoi cette numérisation, docteur? Vous savez, comme je viens de dire, le manuscrit, c'est une partie très importante de notre patrimoine. Et en même temps, c'est une partie le plus fragile de ce patrimoine. Donc, si on numérise ces manuscrits, ça veut dire qu'on a conservé ces manuscrits. Une fois qu'on a une copie numérique et sur les supports informatiques, il est très facile pour nous d'accès à ces manuscrits. Oui. Ça, c'est un. Mais ce qui est plus important, ils sont déjà bien conservés. Une fois qu'on perd un manuscrit ou un manuscrit se détruit, on a déjà une copie qui est sur plusieurs supports. Donc, même si on perd une copie, on peut utiliser une autre copie. Donc, ce travail de numérisation facilite l'accès accessible de manuscrits pour les chercheurs, pour les étudiants, pour toutes les utilisations, pour ceux qui veulent exploiter ces manuscrits. Donc, si je vous comprends bien, ça sera mis à la disposition du grand public gratuitement, les écoles, les universités, le malien lambda. Comment est-ce qu'on va avoir accès à ça? Bien sûr, les manuscrits, ils sont là, ils sont conservés, ils sont sur le serveur interne, il n'est pas sur l'Internet, mais on a certains manuscrits quand même, qui sont sur la ligne, mais bien sécurisés, parce que vous ne pouvez pas les utiliser sans notre... votre code d'accès, votre adresse, voilà. Donc, mais le manuscrit, ils sont là gratuitement pour tous les chercheurs académiques ou les chercheurs qui travaillent dans le domaine scientifique. Mais en dehors de ça, il faut avoir un nouveau contrat avec l'utilisateur qui veut l'utiliser dans les domaines de commerce ou dans les domaines autre chose. Oui. Mais voilà. Alors, mais ce soir, si moi je veux voir ces manuscrits-là, comment je dois faire? Je dois passer par l'ONG Savama ou comment je dois faire? Actuellement, tu vas passer par l'ONG Savama parce qu'on a des catalogues qu'on peut vous donner, qu'on peut mettre à votre disposition, qui est là en arabe et en français, que vous pouvez utiliser ou voir les manuscrits qui vous intéressent, prendre le titre et le numéro et nous contacter pour
vous donner les copies. Tout à fait. Alors, docteur Aïdara, l'autre défi, c'est la restauration également des manuscrits. Comment arrivez-vous à recoller les morceaux et à les exploiter? C'est tout un travail, je suppose. Oui, ça c'est une partie très, très, très délicate. Oui. Vous savez que les experts disent que la restauration des manuscrits, il faut toujours donner ça aux femmes. Aux femmes. Aux femmes. Parce que les manuscrits sont tellement fragiles comme les bébés. Oui. Donc le bébé, c'est sa maman seulement qui peut le prendre. Donc c'est ça les manuscrits. Oui. Donc on a identifié dans l'ensemble de manuscrits qu'on a ici, jusqu'à présent 15 000 manuscrits qu'il faut restaurer. Ils sont dans les mauvaises conditions. Actuellement, on a un projet qui n'a pas encore démarré, uniquement pour la restauration de ces manuscrits. On a des machines qui fabriquent des papiers uniquement pour restaurer ce manuscrit. Donc on a tous les matériels, ils sont là déjà, mais le projet n'a pas encore commencé. Tout à fait. Et tout ce travail-là, ça se passe ici à Bamako ou bien à Tombouctou? Ça se passe où? Le travail de restauration. Avant, les travaux passent à Tombouctou, mais depuis 2012, on est là. Tous les travaux se passent ici à Bamako pour le moment. Je vois. Mais vous avez salué la délicatesse des femmes ce soir dans la restauration. On vous en remercie. Alors, docteur Aïdara, un appel à lancer à vos partenaires, parce que pour la numérisation, je pense que vous vous êtes fait accompagner par des partenaires. Est-ce que vous demandez quelque chose à l'État pour la préservation, la restauration de ces manuscrits? Pour la numérisation, on a 3 partenaires, c'est-à-dire le centre du Al-Majid de Dubaï et le centre Irsika de Turc, mais le principal partenaire dans ce domaine, c'est Hull Museum des États-Unis, qui nous accompagne depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Bon, pour bien conserver ces manuscrits, notre patrimoine, vraiment je demande à notre État de faire des efforts. Ils ont fait déjà quelque chose, parce que le ministère de la Culture a pris en charge le stockage de 60% de ces manuscrits déjà, depuis le début de cette année. Donc vraiment c'est quelque chose à saluer, mais on veut qu'il fait de plus. Ainsi que nos partenaires de l'extérieur, on les invite aussi vraiment à nous aider à bien conserver ces manuscrits, à arriver même à l'exploitation de ces manuscrits. Et même les personnes de bonne volonté, localement, ici, oui, la population. On a des commerçants, on a des hommes d'affaires, on a des sociétés. On les invite tous de nous accompagner à sauver notre patrimoine ensemble. Oui, patrimoine qui parle bien sûr de cohésion, qui parle de paix. Je vous rappelle que notre invité de ce 20h, c'était le docteur Abdelkader Aïdara, président exécutif de l'ONG Savama DCI. Merci beaucoup pour être notre invité de ce soir, nous parler de notre patrimoine culturel. Mais je ne veux pas vous laisser partir sans que vous me dites, si je vous dis les épices de Tombouctou, ça vous parle ça également? Oui. C'est intéressant, oui. C'est bon, c'est le goût, vraiment, les saveurs. C'est intéressant. Alors, nous allons en parler avec nos téléspectateurs. Les épices de Tombouctou, la chronique Culture et Société y est consacrée ce soir, devenu un patrimoine culturel aussi de la cuisine malienne. La richesse de la saveur de ces épices nous fait voyager à travers le temps. Il s'agit d'une cuisine très réputée qui prend beaucoup de temps dans son élaboration et préparation. Alpha Maïga est en mode cuisson ce soir. Dede Wekindi Hinka, ou les 12 condiments nécessaires pour la préparation de la sauce almargamafa, est une spécialité purement culinaire de la ville de Gundam, région de Tombouctou. La recette est empruntée par Tombouctou lors d'une visite de l'empereur du Mali, Kankou Moussa, pendant son voyage vers la Mecque. La plupart des condiments sont d'origine maghrébine, c'est des conditions qui nous viennent du Maghreb. Les tawatal basal halawa mafadji, tout ça là. Donc c'est l'influence de la conquête marocaine, l'occupation marocaine. Depuis lors, cette recette culinaire est devenue un patrimoine culturel de la cuisine malienne, car elle évoque un grand banquet dans beaucoup de foyers du nord du pays.
Almargamafé est un plat très spécial pour les Tomboxiens. C'est un plat qu'on prépare généralement durant les grands événements, les baptêmes, les mariages, cérémonies de turban ou tout grand rassemblement. Mais qu'on est libre aussi de préparer selon sa convenance chaque fois que tu veux. On peut même vouloir classer au patrimoine immatériel de l'UNESCO, parce que ce sont quand même des recettes qui ont fait impact, parce que leur spécialité dans ce domaine est tellement grande que pendant le mois de le Mawlud, il y a une spécialité qu'on appelle Al-Moudoufr, c'est le toukassou. On peut faire, rien qu'avec le blé, 11 plats différents. Et pour diversifier, on fait un 12e plat à base de riz, c'est le sinassar. Et sinassar veut dire 12, c'est le 12e plat qui est fait à base de riz. Donc c'est pour dire qu'il y a cet art qui est là. La sauce aux 12 épices almargamafé réunit des ingrédients d'origine diverses. Aux produits locaux, viande et beurre de vache, s'ajoutent les dattes, la cannelle, les clous de girofle, l'anis, le cumin et la mousse de fougère en provenance du Sahara et du Maghreb. S'agissant des ingrédients soudano-sahéliens, il faut noter les tomates, les oignons frais et séchés, le poivre et le piment. La particularité, d'ailleurs, ces derniers temps, ça a beaucoup diminué. Avec les rajouts de cubes magie et autres, là, ça dénature un peu. Et puis, dans le temps, on fait essentiellement avec les outils traditionnels. Quand on fait dans la marmite en terre cuite, ça ne peut pas avoir le même goût que dans la marmite en fer. Une grande diversité de produits locaux, un grand nombre d'ustensiles et beaucoup de temps sont en effet nécessaires pour élaborer ce mets complexe qui combine souvent plusieurs modes de cuisson. Le toukassou se prépare avec la viande de bœuf ou avec de la viande de mouton. Mais attention, il faut faire tout pour que la viande soit tendre. Car même lorsque la viande est tendre, la cuisson prend 1 à 2 heures d'horloge. De préférence, une viande très fraîche. Car si la viande est dure, ça va jouer sur la qualité de la sauce. Si ces condiments sont utilisés dans les conditions optimum, c'est-à-dire quand tu viens à Tombouctou, tu ne sens que l'odeur des miettes. À distance. Les 12 épices ou almargamafa, c'est une cuisine sans commune mesure. Plus qu'un simple plat, c'est une œuvre d'art, une cuisine représentative d'une tradition culinaire. Merci Alpha Maïga. Ventre plein, un peu d'ambiance maintenant pour digérer tout ça. Le lancement de l'album Bara Dego de Bamako Blumba, cité ce samedi, composé de 9 titres. Le groupe dans cet album met l'accent sur le travail, un concert qui a vu la participation de quelques stars de la musique malienne. Saloum Konaté était sur place. C'est pour le lancement de leur tout premier album que les Go de Bamako organisent ce concert. Intitulé Bara, qui signifie le travail en français, ce nouvel album est composé de 9 titres. Les Go de Bamako, à travers cet album, entendent jouer leur partition dans la construction du Mali par le biais de la culture. Donc nous sommes des filles, nous ne voulons pas rester en marge de la construction du pays. Et je lance un appel à toute la population malienne de rester soudée, de travailler, d'être unis pour la construction de notre beau pays. Selon les organisateurs, une tournée nationale est prévue par le groupe après ce grand rendez-vous avec le public. La Go de Bamako, c'est un programme, on va dire, d'éducation citoyenne qui utilise la musique et surtout le concept de groupe de jeunes filles qu'on appelle les bangers. Avec les Go de Bamako, il y a une tournée internationale qui est prévue. Mais on va commencer par la tournée nationale dans le cadre d'un grand programme d'éducation à la citoyenneté qui s'appelle Nyana Djetama. Après cet agréable instant de son et de danse contemporaine, spectateurs et spectatrices sont tous émerveillés. Félicitations aux jeunes filles, Go de Bamako, notamment à la DJ Majo qui travaille beaucoup avec moi déjà depuis plus de 2 ans. Et franchement, c'est un honneur. Moi, je suis très heureux de voir autant de spectacles donnés par ces jeunes demoiselles qui montrent vraiment de la plus belle des manières la culture malienne. Et ça, c'est la preuve comme quoi que de nos jours, dans l'avenir, voici des demoiselles qui iront nous représenter ailleurs, en dehors du Mali. Et ça fait plaisir au fait. Les Go de Bamako demandent le soutien de tous les Maliens et les invitent à se donner la main.
bon vent au Go de Bamako. Avant de parler sport, Kodi Sibi, bonsoir. Bonsoir Nyanya Aliou, bonsoir à tous. Merci. Permettez-moi de lire rapidement ce communiqué. Le DG de l'ERTM informe les auditeurs de la radio nationale que les programmes sont momentanément interrompus suite à une panne technique. Les programmes reviendront dès que possible. Le DG de l'ERTM compte sur la bonne compréhension de tous. Alors, Kodi Sibi, on commence par la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. On s'intéresse aux rencontres de la deuxième journée du groupe B. Les équipes du CNT et de Gao ont gagné hier respectivement face à Kidal et Sikasso. Oui, Aliou, l'équipe du CNT a battu Kidal 3-1. Alors que Gao, de son côté, s'est imposé 1-0 face à Sikasso. Des rencontres suivies par notre reporter Famrou Djourté. Victorieuses lors de la première journée, respectivement sur Tombouctou 2-0 et Kidal 3-0, les équipes de Gao et celles de Sikasso se battaient ce samedi pour rejoindre Mopti en tête du groupe B. Les joueurs de Gao en vert dominent les premières minutes de la rencontre. Mais les deux formations regagnent les vestiaires sous le score de 0-0. De retour sur l'aire de jeu, l'équipe de Gao accentue sa domination et trouve la faille à la 74e minute de jeu. Les joueurs de la cité des Askia conservent cet avantage jusqu'à la fin. Avant le match Gao-Sikasso, c'est l'équipe du CNT et celle de Kidal, deux équipes qui avaient raté leur entrée en matière qui s'affrontaient. Après une première période soldée par un score de 0-0, l'équipe du CNT ouvre le score après l'heure de jeu. Ensuite, c'est le coaching du CNT qui fait la différence dans les 10 dernières minutes de la partie. Score final 3-1. Avec ce succès, l'équipe du Conseil national de transition se relance et remonte à la 4e place. Quant à l'équipe de Gao, suite à sa victoire 1-0 contre Sikasso, elle rejoint celle de Mopti en tête du groupe B avec 6 points. Voilà, Nyanya, la compétition fait relâche demain lundi et elle reprend mardi dans le groupe A avec les oppositions Ségou, Kai et Koulikoro présidence. Alors, on termine par les compétitions de catégorie inférieure de la Ligue de football du district de Bamako. Le championnat minime a vu le sac de l'Académie Football Club hier face au Stade malien de Bamako. Oui, au terme d'une finale très serrée, l'Académie Football Club a battu le Stade malien 4-3 à la séance de tir au but. 0 but partout au terme du temps réglementaire. Et notre reporter Bourahima Diallo était dans les tribunes du stade Mamadou Konaté. Un match de football dans les catégories inférieures n'est jamais ennuyant. Et la finale entre les minimes du stade malien de Bamako en blanc et ceux de l'AFC n'a pas dérogé à la règle. Les deux formations ont montré leur savoir-faire avec le ballon mais sans parvenir à scorer. Le temps réglementaire intervient sur le score nul et vierge. C'est à la séance des tirs au but que les académiciens de l'AFC l'emportent par 4 tirs reçus contre 3 et stagent du trophée du championnat des minimes de la Ligue de Bamako. Le football, c'est une question de consignes. Ils ont respecté les consignes techniques, tactiques, physiques, mentales. Tous les enfants, je les remercie beaucoup. Bravo pour la commune 3. Ils méritent leur victoire. Ils ont bien joué. On a vu que la commune était un peu à la traînée il y a quelques années. Je pense qu'ils sont en train de venir et pour récupérer leur place. Et moi, je suis neutre. Toutes les équipes de Bamako sont mes équipes. Je suis là au nom de la Ligue de football de Bamako. Les organisateurs se réjouissent de la bonne organisation de l'événement et comptent améliorer certains aspects dans le futur. En termes d'organisation et en termes de réglementation, sincèrement, il faut reconnaître que nous avons vu des gaillards aujourd'hui. Nous avons vu des gaillards qui, à notre avis, ne répondaient pas aux critères d'âge. Donc, sur ce point-là, la saison prochaine, nous allons tout mettre en œuvre pour que les critères d'âge soient respectés. Vu l'engouement de cette édition, la Ligue de Bamako compte bien poursuivre sur cette dynamique. Voilà, l'AS Real a remporté le trophée chez les cadets en battant cet après-midi en finale AS Kouroukanfoua 2-0. Et chez les juniors, le trophée est revenu au stade malien de Bamako, victorieux de l'USFAS 1-0 par ailleurs. On va parler Coupe IFOA des Nations, le tournoi IFOA des Nations au niveau des juniors. Eh bien, le Mali qui joue son premier match, ce sera demain lundi, à partir de 19h30 contre la Sierra Leone. Les Aiglons évoluent dans le même groupe que la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Le premier de la poule se qualifie directement pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans. Ce sera en 2023 en Égypte. Bonne chance à eux. Voilà.
Et on va, si vous le permettez, juste une petite nouvelle de basketball. Je vous le permets, Kodi Oui, parce que vous aimez bien le basket, oui. La phase Carreras du championnat national qui va donc démarrer ce lundi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Et les équipes vont jouer en aller-retour. Oui. Les deux qui vont se classer première en hommes et en dames vont se qualifier pour les play-offs du championnat national qui constitue la dernière phase à l'issue de laquelle les équipes championnes du Mali seront connues. C'est tout? Rendez-vous tous les soirs maintenant au Palais des Sports. Vous y serez? Oui, je vais y aller. Et puis bon, nous sommes à vacances. Les élèves et étudiants, ils peuvent participer également. Tout à fait. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Kodi Sylvie. Les nouvelles du temps avec Seo Tamboura, c'est juste après moi. Demain, 20h, Fousseini Tunkara. Et demain, à 8h, rendez-vous avec le maire du district de Bamako, Adama Sangari, dans le spécial Abedi qui porte sur les avantages de l'assainissement. Une émission animée par Lala Touré. Je pense que j'ai tout dit. C'est tout pour ce journal. Grand merci à vous qui nous suivez de partout. Bonsoir.